lui, nul ne peut aller vers le Père sans passer par toi. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de votre émission Yoon Wi ak Dëgg Gi, la rubrique de l'émission catholique Le Jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons évoquer la deuxième partie avec cette fois-ci d'autres questions autres que celles que nous avions évoquées lors de la première partie. Mais pour rappel, nous parlons toujours du bail à usage professionnel. Vous êtes un peu la porte d'entrée de tout ce qui est contentieux. Parce que l'huissier va faire beaucoup d'actes dans ce sens et je suis sûre que vous aussi, de votre côté, il y a également un grand contentieux en matière de problèmes d'exécution. Est-ce que vous pouvez juste, en résumant un tout petit peu, nous expliquer les actes que vous posez en cas de difficulté ou de problème d'exécution ou d'expulsion? Nous recevons beaucoup de cas concernant les arriérés de loyer, conflit entre bailleurs et preneurs. L'huissier, il diligente toute la procédure. L'huissier, il est en amont et en aval de la procédure. L'huissier en amont de la procédure. Aujourd'hui, si un bailleur vient me trouver dans mon cabinet pour me dire que j'ai un problème avec mon locataire parce qu'il me doit des arriérés de loyer, ce que je dois faire, c'est la mise en demeure de 30 jours. C'est obligatoire. Il faut mettre en demeure, faire une mise en demeure au locataire dans un délai de 30 jours d'avoir à respecter les clauses contractuelles. Par exemple, d'avoir à procéder au paiement des arriérés de loyer. Et en même temps, je fais une assignation au cas où la mise en demeure est infructueuse. Je fais une assignation que si par exemple le délai de 30 jours expire et que le locataire n'a pas payé, dans ce cas, le bailleur va saisir la juridiction compétente qui est statut à bref délai pour constater la résiliation du bail. Il y a des choses à vérifier, c'est-à-dire s'il y a la clause résolutoire. Parce que s'il y a cette clause, on doit saisir le juge des référés. Parce que c'est de la compétence du juge des référés. Et le juge des référés, après la mise en demeure de 30 jours, constate non seulement la résiliation du bail, mais il ordonne l'expulsion du locataire tant de sa personne et de tout occupant de son chef. Et là, dans ce cas, le juge rend une ordonnance et l'ordonnance est exécutoire par provision. Si par exemple, il y a absence de la clause résolutoire, ce n'est pas le juge de référé, mais c'est le juge du fond. Et dans ce cas, le juge du fond, en statuant, prononce l'expulsion et rend un jugement. Donc, ce sont des choses vraiment... Et c'est technique et c'est des spécificités ça, liées justement à la procédure commerciale. Et ensuite, l'huissier intervient en amont, l'huissier intervient en aval, en procédant à la procédure d'expulsion après l'intervention de la décision de justice. Parce que sans décision de justice, l'huissier ne peut pas expulser. Il faut qu'on ait une décision de justice qui ordonne ou qui prononce l'expulsion du locataire pour qu'on puisse procéder à son expulsion en signifiant la décision. Et si par exemple, après avoir signifié la décision, le locataire ne sort pas, et là on procède à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef. Après l'huissier, l'avocat également joue un grand rôle. Maître, nous sommes dans l'exécution du contrat. Vous aussi, vous recevez beaucoup de gens lorsqu'il y a des problèmes liés à ce qui était dans le contrat, soit pour non-paiement, soit pour tous les motifs que la présidente a abordés. Quels sont justement les cas que vous recevez les plus en matière d'exécution et de problèmes d'exécution du contrat à usage professionnel? Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques cas pratiques? Le volume de contentieux le plus important
en matière de contentieux du contrat bail à usage professionnel, c'est sans doute le contentieux lié au non-paiement du loyer. Donc, dès qu'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois d'accumulation de loyer, c'est le contentieux le plus fréquent et la plupart du temps, c'est pour demander l'expulsion du locataire. Il y a également, mais à une moindre mesure, le contentieux de l'interprétation. Par exemple, là, sur une clause, le bailleur et le locataire ne s'entendent plus sur ce qui avait été promis. C'est toi qui avais dit que tu prenais en charge tel aspect, non, waxuñu woon loolu. Mais là aussi, c'est un peu plus rare quand même, en tout cas dans la réalité sénégalaise, par rapport au contentieux du non-paiement du loyer. Dans le non-paiement du loyer également, il y a souvent les incompréhensions des locataires. Parce qu'il peut arriver que le bailleur serve un congé. Beaucoup de Sénégalais, et je ne sais pas comment ça s'est répandu, ils ont dans leur tête que dès qu'ils reçoivent un congé, waratuma fay loyer. waaw comme nee nañ ma dama war a génn ci juróom benn weer waratuma fay loyer. Alors que justement, en le faisant, là, ils s'exposent à être expulsés avant la fin du congé, cette fois pour non-paiement du loyer. Donc moi, en tant qu'avocat, quand un client sert un congé et qu'il me dit que le locataire ne paie plus, je dis ok, dans ce cas, il n'y a pas de problème, on lui fait un commandement en référé expulsion. Donc s'il ne paie pas le loyer, on vient devant le juge posera qu'une seule question. Est-ce que vous avez payé le loyer? S'il dit oui, où sont les reçus? S'il ne présente pas le reçu, là, l'expulsion est prononcée et même avec des façons dilatoires, on peut parvenir à l'expulsion avant même la durée qui avait été prévue pour le congé. Donc du coup, à l'inverse également, quand j'ai un client qui reçoit un congé et qui ne veut pas sortir, ou en tout cas qui a souvent il y a des contestations, non, le bailleur en réalité a vu quelqu'un qui lui a proposé plus, ou bien il veut augmenter le montant du loyer, mais je me suis opposé, les autres locataires ont accepté, mais je suis le seul, ou bien ils sont partis. Donc dans ce cas, la première chose qu'on conseille aux clients, puisque c'est ça, puisque tu as décelé une volonté d'augmenter le loyer ou bien une volonté du propriétaire, le bailleur, de t'expulser. Mais ne lui facilite pas la chose. Ne lui facilite pas la chose en respectant scrupuleusement toutes tes obligations. Bu ko yoreel benn weer loyer. Maintenant, s'il y a des motifs pour demander l'annulation du congé, là, on les étudiera et on fera toujours aussi également, avant l'expiration du congé, une procédure en contestation de congé. En parlant d'obligation justement du bailleur et du programme Nisolo, en dehors du paiement du prix, il y a également l'entretien des bâtiments qui emmène beaucoup de conflits. yow yaa waroon defar yow yaa waroon peinture yaa waroon etc. Madame la Présidente, je commence par vous, puisque c'est vous qui recevez les dossiers en matière de problèmes d'exécution. Les obligations du bailleur, du locataire, est-ce que vous recevez des procédures pareilles en dehors du non-paiement du prix, je suppose, l'entretien des bâtiments, les bruits, les nuisances sonores, des problèmes liés un peu à tout cela. Est-ce que vous en recevez assez fréquemment? Oui, mais ce ne sont pas des procédures nombreuses quand même. Mais il y en a et de ce côté, je pense ce qu'on peut dire, c'est que chaque partie doit respecter ses obligations. Parce que pour les grosses réparations, il appartient au bailleur de le faire. Quand on dit grosses réparations concernant les murs, les dalles et consorts, ça c'est le bailleur qui doit le faire. Mais la peinture, parce que contrairement au bail à usage d'habitation, pour le bail à usage professionnel, là on te dit que les locaux sont réputés être en bon état au moment où on te remet la clé. Et je pense que ce sont les preneurs qui ne doivent pas être pressés, mais qui doivent prendre leur temps, s'arrêter. Si on vous donne un local, vous savez qu'il n'y a pas la peinture, ou bien la peinture n'est pas en bon état, rien n'empêche de le mentionner sur un papier. Vous faites un état de lieu. Mais les gens d'habitude n'ont pas cette notion d'état de lieu. On vous donne, vous faites la peinture, vous faites tout ce que vous voulez, mais si le bailleur vous remet un local qui est bien peint, on suppose que c'est bien peint. Et maintenant, si la peinture s'est dégradée, c'est à vous de le faire. Il n'appartient pas au bailleur. Mais s'il y a des murs, il y a des fissures, il y a autre chose, mais des fissures qui ne sont pas également liées, parce que tout dépend de la nature de l'activité dont vous exercez dans le local. Parce que aussi, un bailleur ne peut pas vous donner un bâtiment en bon état
et au bout de certains temps, vous avez utilisé par exemple des machines ou d'autres choses qui ont occasionné des fissures, et que c'est au bailleur de réparer ça. Donc, mais si naturellement, ce n'est pas lié à votre activité, il y a des fissures au niveau des murs ou au niveau des dalles, ça, il appartient au bailleur. Par exemple, des infiltrations pendant l'hivernage, ça appartient au bailleur. Si ce n'est pas votre activité qui l'a causé. Mais si ça relève de votre activité, le bailleur peut ne pas, et souvent on voit ce genre de contentieux. Des fois, il nous arrive de voir un preneur qui dit que non, moi j'ai subi tel dégât à cause des eaux pluviales. L'autre vous dira que non, c'est vous qui l'avez occasionné. Parce que moi, quand je vous remettais, par exemple, le local, il n'y avait aucun problème. Et que c'est à cause, par exemple, de l'activité ou bien de la nature des marchandises. Moi, j'avais vu un cas d'école, un hangar, où le bailleur est venu dire que non, moi, quand je vous remettais le hangar, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui l'avez surchargé. Et avec les fortes pluies, avec le vent, il y a une partie des hangars qui est tombée et le commerçant a subi des dégâts. Vous avez vu. Donc, ça, ce sont des cas d'école et le juge est obligé de s'arrêter, voir par rapport aux obligations des uns et des autres, voir également les preuves, parce qu'en matière commerciale, c'est la preuve, surtout s'il s'agit des preuves écrites, des constats d'huissier, parce que quelqu'un qui fait un hangar, vous le surchargez de riz ou bien de maïs jusqu'à ce que s'effondrer, là aussi vous ne pouvez pas venir dire que c'est le bailleur. Là, vous ne pouvez pas venir. Donc, ce sont des cas par cas. Maître, les obligations du bailleur et du locataire, en tout cas au Sénégal, je pense que peut-être qu'ils ne viennent pas souvent au tribunal, mais Berina, tout ce qui est problème de cohabitation, les nuisances sonores, etc., etc. Les parties au contrat ont chacune des obligations. Il y a des obligations qui incombent au bailleur, il y a aussi des obligations qui incombent au preneur. Pour les obligations qui incombent au bailleur, le bailleur doit livrer la chose louée en bon état. Le bailleur est chargé des réparations urgentes et nécessaires, c'est-à-dire les grosses réparations. Par exemple, les murs de clôture et même les fosses septiques. Il y a une chose aussi très, très importante. Et là, ça pose problème. Pourquoi je dois y insister? Le bailleur doit délivrer obligatoirement une quittance de paiement au locataire pour chaque mois payé. Le bailleur aussi ne peut pas, de son propre gré, procéder à des modifications des locaux qui ont été loués ou bien restreindre l'usage. Le preneur aussi a des obligations. Le preneur doit payer le loyer au terme convenu. Le preneur aussi doit entretenir les locaux loués en bon père de famille. Le preneur ne peut pas transformer les locaux. Il ne peut pas aussi sous-louer les locaux, sauf autorisation écrite et expresse du bailleur. Le preneur doit faire un état des lieux au moment de la remise des clés en fin de contrat de bail. Mais, si par exemple, on dit que le bailleur doit procéder aux grosses réparations, il arrive que le bailleur refuse les grosses réparations. Dans ce cas, le preneur peut demander à se faire autoriser par le tribunal à procéder à ces grosses réparations. Et aussi, le tribunal va fixer les modalités de remboursement. Okay. Je veux juste insister sur une chose. On voit aujourd'hui que le paiement électronique est devenu très courant. Je pense que nous avec les différentes modalités de paiement, certains ont tendance à envoyer le prix du loyer par ces mécanismes-là. Est-ce que cela ne peut pas emmener des problèmes? Je pense que c'est un mode de paiement. Il y a la preuve, dès lors que si tu envoies le paiement, il y a la traçabilité. Donc tu peux envoyer ça et après demander au propriétaire de te délivrer la quittance. C'est une réalité aujourd'hui. Paye les loyers via ces instruments de paiement. Est-ce que vous avez
Vous avez vu des cas pareils où il y a eu des difficultés par rapport aux bailleurs ou aux locataires qui refusent de prendre ce mode de paiement? Effectivement, nous en recevons assez souvent. Et souvent, ce contentieux, quelque part un peu insolite, parce que ça ne devrait pas poser de problème, c'est un instrument utilisé pour faire un paiement et qui est plus rapide encore. Parce qu'aujourd'hui, la personne a suffisamment d'argent dans son porte-monnaie électronique, disons, ou bien va dans un multiservice, fait le paiement, en l'instant, la personne le reçoit. Alors qu'il y a d'autres moyens qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent un peu plus de temps. Aujourd'hui, souvent, le contentieux qui arrive, c'est souvent par rapport à une volonté exprimée ou non exprimée. Un exemple qu'on reçoit souvent dans notre pratique, un bailleur, par exemple, qui veut se débarrasser de son locataire. Quand le locataire vient, il refuse de prendre le loyer. Maintenant, si certains locataires ont commis cette erreur de dire « Ok, il a refusé, moi je suis allé lui remettre l'argent, il n'a pas pris, je suis tranquille, je suis chez moi. » Mais je garde l'argent 1 mois, 2 mois, 3 mois, il se voit flanquer une procédure en expulsion. Et malheureusement, la plupart du temps, ce qui arrive, l'argent a été dépensé. 3 mois de loyer, si vous prenez quelqu'un qui paie 200 000, ça fait déjà 600 000 francs. 3 mois de loyer, 600 000 à payer un coût, plus l'acte de l'huissier, etc. Beaucoup se sont retrouvés expulsés parce que justement, ils n'ont pas pu garder cet argent ou bien faire une procédure d'offre réelle comme ils n'en connaissaient pas l'existence. Maanaam day am situation yoo xam ne borom kër gi en tout cas borom local bi moo bañ a jël luyaas bi léegi yoon may na ko moom pour mu dem soit mu def procédure offre réelle jaaree ci huissier wala tamit comme yor nañ ku nekk yor na numéro moromam mu yónnee ko. Je demande de faire une capture d'écran avec les téléphones, faire une capture d'écran imprimée, parce que je reviens toujours en leur disant, juge yégul dara, xamul lu xew, lu mu xam daa am kayit wala ay preuves yuñ ko indil tegal ko ci table. Donc, dans tout ce que le client fera, je dis, pense toujours à comment prouver. Moi, ton avocat, je te crois sans problème. Mais le juge ne travaille pas comme ça. Le juge, la loi lui dit qu'il doit statuer sur la base des preuves qu'on lui dépose à sa table. Donc, c'est souvent un contentieux qui revient, la question du paiement, du non-paiement. Et il y a même, vous parlez de cas pratiques, un cas pratique insolite qui revient malheureusement assez souvent, les histoires des obligations de part et d'autre. Vous voyez souvent des situations où il y a la fosse septique qui déborde et maintenant, il y a un tiraillement de part et d'autre. Pourtant, le Code prévoit bien l'acte uniforme sur le droit commercial général au titre des grands travaux, des obligations du bailleur. C'est une obligation qui revient à la charge du bailleur. Maintenant, dans beaucoup de situations, il y a un tiraillement entre le bailleur et le locataire et une pression qui est mise sur le locataire d'une façon, parce que quelqu'un qui a un local commercial, mais ce local doit avoir une certaine apparence qui permet de recevoir. Si la fosse déborde, lui, il est sous pression parce qu'il aura besoin de se débarrasser de ces choses nauséabondes. Donc, comme l'a dit Maître Thiaré, l'huissier peut être très utile également, comme l'avocat, pour faire constater cette chose, saisir un tribunal, que le tribunal autorise maintenant le locataire à faire les réparations ou le travail nécessaire, moyennant maintenant prélèvement sur le loyer selon les conditions définies par le tribunal. Président, ma jàll ci yow mais ci beneen question maanaam la question de la sous-location parce que junj nañ ko on en a parlé aussi c'est peut-être habituel ou c'est par méconnaissance dañ lay loué tey yow nga am sa mbokk sa benn frère ne ko kaay ma jox la benn néeg et puis nga voilà sans avoir peut-être au préalable avisé ki nga xam ne moom moo la jox wala nga ne ko kaay comme dama yor magasin yu bëri man maa ko yor ma jox la benn bi nga gérer comme ñu ngi ci kaawu bail commercial est-ce que mën nga ci wax lu tuuti sous-location bi ndax suñu téléspectateurs yi xam lan la ci yoon wax. dama bëggoon rek dellu si tuuti ci paiement électronique bi avant ma tontu la sa question bi pour wax ne paiement électronique bi léegi loi bi daf ko prévoir acte uniforme prévoir na ko loolu moom amatul laam-laame nit mun na fay par voie électronique lenn rek mooy am solo bi mooy que ni mu ko maître Émilie waxee mooy dangaa war a réclamer sa quittance la preuve gis nga quittance su loyer mooy garantie wu locataire ku ñu mun a louer fenn dangaa war a dajale sa quittance mais bés bu ñu la waxee ne fayoo nga mun a andi ne fay naa loolu rek la luyaas boo fayee laajal sa quittance que ça soit par
directement nga fay par chèque nga fayee quel que soit le mode de paiement bi nga opéré pour man amul importance fexeel ba bailleur bi na la dagal sa quittance ñu bëri nag quittance boobu la ñu négligé duñ ko récupérer ba bailleur bi bu la bëggee génn rek foofu lay jafandu ni ko maître waxee tribunal juge fekkewul juge xamal lan lay xaar ñu tegal ko rek preuve luyee naa d'accord fay nga ana sa firnde amoo firnde génnal. kayit ngeen di jot. maanaam dossier ngeen di jot. waaw ci loolu ngeen di sukkandiku. pour àtte waaw matière commerciale nu loolu matière pénale nga xam ne dangay taxaw nga poser ay questions expliquer déedéet matière commerciale mooy dañu dangaa war a andi firnde loo wax rek danga ci war a teg sa firnde. ok te luyaas moom quittance mooy firnde locataire. c'est ça. ku fiy fay luyaas te laajoo sa quittance na la leer ne du jour au lendemain borom kër gi wala borom magasin bi mun naa yeewu ne la génnal abal ma fayoo ma te yow doo am benn firnde doo am benn preuve ne fay naa parce que tey jii même bu fekkee da nga maa envoyé Orange Money wala Wave dans mon téléphone mais mun naa ñëw ne la du luyaas beneen transaction la parce que loolu c'est un mode de paiement qu'est-ce qu'on a payé pour man loolu li gën a am solo mooy locataires yi ngir yàlla nañu laaj ci seen quittance te di ko denc fu wóor ba bu subaa ku la mën a ne fayoo nga ñëw ne fay naa ça arrive que nga gis ay locataires yoo xam ne ñu def ko andi mais mu génn ñu ay quittance wane ne fay naa weer bi mu ngi ni quittance yaa ngi ni donc defe naa culture boobu la ñu war a gën a ñaaxaat nit ñi pour ñu taxaw ci ma ñëw ci sous-location bi pour la sous-location il faut que les parties se mettent d'accord au moment du contrat. bu ñu ci mettre d'accord au moment du contrat même dans ce cas le preneur balaa ngay suulee dangaa war a aviser dangaa war a informer bailleur bi gis naa kenn dama ko bëgg a suulee ça c'est la première chose. La deuxième chose, si c'est pas prévu dans le contrat, le preneur ne peut pas le faire parce que tout ça on le considère comme un manquement à une obligation. boo déggee ñu ne obligation ni ñu waxoon njëlbeen nga rek contrat moom bu ñu lié dañ koy tënk ne am nga droit bi man am naa droit bi am naa droit mënoo jéggi sa droit dem ci leneen. d'accord te waxaatuñ ci bés boo ko defee rek mun na tax contrat bi yem fa ndax mun na ñëw tribunal ne kii kat dafa jéggi contrat bi li ñu d'accordoon daf ko jéggi dafa dem sous-louer mais il faudra dire que encore huissier bi dem constater ne kii dafa sous-louer am na kenn ku fa nekk sous-louer na ko laaj ko def ko sommation mu wax ñaata lay fay bi ñu d'accord ci loolu ñu bari nag loolu la ñu comprendre. jar nañu leeral ko met nga sànni ci sac la sous-location aujourd'hui en matière de bail à usage professionnel est-ce que vous avez une expérience par rapport à des cas qui se sont présentés à vous, des difficultés d'exécution liées à la sous-location? Effectivement, on rencontre ces genres de cas. En matière de sous-location, le preneur ne peut pas, de son propre gré, sous-louer sans pour autant aviser le bailleur. Sauf stipulation contraire du bail, la sous-location, que ça soit une sous-location totale ou bien une sous-location partielle, c'est interdite. Donc, il faut que la sous-location soit autorisée par le bailleur. Et si par exemple, le preneur procède à la sous-location, il doit informer le bailleur, soit par une signification d'huissier de justice. Comme je vous dis, l'huissier joue un rôle très important. Oui. Donc, le preneur peut passer par un huissier pour signifier cet acte au bailleur, ou bien par tout autre moyen écrit qui prouve l'informer. Sinon, la sous-location lui est inopposable. Donc, moi, je pense que le preneur doit savoir qu'il ne peut pas sous-louer un local sans pour autant aviser au préalable le bailleur et avoir son autorisation. Avant de sous-louer, il faut forcément avoir l'aval et l'avis de celui qui met le bâtiment ou en location. Donc le bailleur. Une habitude que nous devrions prendre et de le faire la plupart du temps par écrit pour nous permettre d'avoir une traçabilité. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Nous allons maintenant parler des problèmes d'exécution, comment justement mettre fin au contrat. La procédure d'expulsion est très connue au Sénégal. Madame Miroum Louas mom,
génnee bëri na ci je pense que waa tribunal am nañ ci wàll bu am solo ñii fi toog tamit dinañ ci waxtaan ak ñun. Nous allons terminer par l'expulsion aujourd'hui qui arrive en cas de problème et de difficulté d'exécution maanaam nit ñi déggootuñu delloo ma sama kër génnee naa la. Je commence par vous, maître, en tant que huissier, parce que xam naa ni tout commence par vous avant d'atterrir vers le tribunal. Lorsqu'il y a difficulté d'exécution, on aboutit très souvent à des problèmes d'expulsion. La procédure, est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant de procéder à une expulsion, il faut avoir une décision. Et avant la décision, il faut la mise en demeure de 30 jours. Une fois que l'huissier a l'ordonnance d'expulsion, il signifie d'abord l'ordonnance d'expulsion au locataire. Si par exemple le locataire ne sort pas dans le délai qui a été mentionné dans l'exploit de signification, l'huissier pourra procéder à son expulsion. On expulse le locataire tant de sa personne, de ses biens que tout occupant de son chef. Je voulais préciser en matière de congé. Si par exemple l'huissier signifie un congé de 6 mois au locataire, le locataire peut contester le congé, mais avant l'expiration du délai de 6 mois. Si par exemple le locataire ne conteste pas le congé, on considère le locataire comme étant en occupant son droit ni titre. Le bailleur va voir l'huissier pour que l'huissier assigne ce locataire pour occupation son droit ni titre. Une fois qu'on a une décision contre ce locataire, on procède à son expulsion. Mais des fois, on est confronté à des difficultés concernant l'expulsion. Okay. Tu viens, tu signifies au locataire la décision d'expulsion. Il est déjà au courant de la décision parce que nous, les huissiers, on a des heures pour instrumenter. Okay. Donc, tu viens, tu lui donnes un délai, peut-être tu lui dis dans 24 heures, tu as 24 heures pour libérer les locaux. Ce qu'il fait, il fait tout pour sortir tôt chez lui et rentrer tard. Et là, l'huissier a des difficultés pour procéder à l'expulsion parce que si tu ne trouves pas le locataire, tu ne peux pas faire ton travail. Tu viens, tu constates les jours, les heures que tu es venu pour faire l'expulsion et que tu es confronté à ces difficultés parce que tu ne trouves pas le locataire. Tu fais un procès verbal de constat et là, après, tu fais une demande au juge pour qu'il t'autorise à ouvrir les portes. Et tu dois y joindre le constat parce que le constat est une preuve que tu es parti à maintes reprises pour faire ton travail, pour expulser le locataire, mais tu es confronté à des difficultés parce que le locataire n'est jamais sur place, tu ne peux pas faire ton travail, tu constates ça et là tu demandes au juge de t'autoriser à ouvrir les portes. Une fois que tu as l'ordonnance, là tu viens, tu fais ton travail. Okay. Le premier cas. Le deuxième cas, tu peux venir aussi pour faire l'expulsion et là tu es confronté à la résistance du preneur. Donc, le locataire te dit non, je ne sors pas. Tout ce que tu vas faire, tu viens, tu constates que le locataire s'oppose à ce que tu fasses ton travail, tu demandes une assistance à la force publique, que tu déposes soit à la police ou bien à la gendarmerie. Une fois que tu as cette assistance, tu pars avec les éléments de la force publique et là tu fais ton travail. Maître, ñu wax ci procédure d'expulsion yi, madame, c'est une manière de mettre fin au contrat. Vous devez sûrement intervenir, soit pour assister ou pour conseiller les gens par rapport à la manière. Mais l'expulsion, est-ce que vous pouvez juste nous en parler en quelques mots? Nous sommes presque au terme. C'est bien et c'est très heureux qu'un huissier parle de ces difficultés parce que les avocats sont entre le marteau et l'enclume. Le client a obtenu sa décision, soit dit en passant, souvent quand c'est des procédures qui passent par nous, nous faisons un point d'honneur quand même de rédiger les commandements assignation en expulsion parce que nous nous disons, c'est ce qu'on va plaider au tribunal. Donc autant qu'on prépare tout dès le départ, qu'on bétonne, comme on le dit, on bétonne tout d'abord parce que le commandement, l'assignation, dans sa motivation, en réalité, il faut le comprendre comme un projet de décision.
maanaam bu ñu demee ci tribunal kayit bu ñu fa yóbbu ak commandement assignation bi dañuy ne ah madame la présidente dañu bëgg nga atte ñu ci problème bi ma am ak diw ci problème boobu lii moo fa xew nii la ñu bëgg nga atte ñu nga wax ne man maa am dëgg parce que donc c'est un projet de décision qu'on propose déjà. Donc c'est pour ça que nous faisons un point d'honneur, les avocats, à rédiger les assignations, la motivation, pour nous faciliter également la tâche, parce que ce sera une continuation. Maintenant, je disais que c'est heureux qu'on ne parle des difficultés d'exécution, parce que même si, avocat, on a obtenu une décision, une ordonnance d'expulsion, le travail n'est pas fini. Le client, il faut lui faire comprendre que pour recevoir le papier de l'ordonnance, des fois, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend des juridictions, des situations. Et c'est plus difficile si vous avez un client qui est en Europe, aux États-Unis, ils vous disent au bout de 2-3 jours, ils ont leur décision. Alors que vous, avocat, vous leur dites depuis 1 mois, je n'ai pas encore la décision. Des fois même, c'est des soupçons qu'ils commencent à balancer tant qu'il n'y a pas eu cet échange. Vous avez la décision, vous l'envoyez à un huissier. Et l'huissier maintenant va aller sur le terrain et avec toutes les difficultés qu'il vient de vous exposer, des fois c'est un référé sur difficulté. Tantôt quand on échangeait, maître où vous disiez qu'il semble qu'au Sénégal, même les enfants commencent à connaître le mot référé sur difficulté, tellement c'est devenu quelque chose de courant. Et nous, avocats, souvent, comme je vous le disais, on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Beaucoup de clients qui ne comprennent pas ont tendance à penser que nous y allons avec la main molle, que nous n'y allons pas avec toute la vigueur nécessaire pour arriver à une expulsion. Alors qu'il y a d'autres procédures, comme le référé sur difficulté, qui sont prévues pour pouvoir s'opposer ou demander des renvois ou bien des délais de grâce par rapport à une question d'expulsion. Ou même des voies de recours, c'est l'une des voies de recours, mais aller en juridiction supérieure, par exemple, pour contester la décision. Tout ça, c'est encore possible? Voilà, bon, l'appel ne suspend pas, mais si, par exemple, c'est une hypothèse et qui peut bien arriver, si le locataire parvient à avoir une décision de sursis, c'est-à-dire des défenses à exécution, là, la décision sera bloquée. Donc, tant que cette question n'est pas réglée, on ne pourra pas continuer l'expulsion. Maintenant, en y ajoutant ce que vient d'expliquer Maître Thiaré, l'huissier, toutes ces difficultés, le petit jeu de cache-cache des fois auxquels peuvent se livrer certains locataires, sachant que déjà il y a une signification. Donc c'est l'expulsion qui arrive. Certains disparaissent complètement, ils ne sont plus là. Et même s'il y a des gens qui sont là, instruction est donnée de ne pas répondre ou de ne pas prendre d'acte. Ou viennent à des heures tardives. Voilà, ou viennent à des heures tardives, à tel point que l'huissier ne peut pas les voir, donc sauf maintenant à utiliser cette procédure d'avoir l'autorisation d'ouverture de porte maintenant pour faire une exécution. Madame la Présidente, on est en plein dans votre champ. Je sais qu'une fois que l'on parle d'exécution et d'expulsion, le tribunal maintenant a tout son rôle à jouer dans ces procédures. Et vraiment, la procédure d'expulsion, je pense que Sénégalais, beaucoup expulsion, même les plus jeunes, comme ils disent. Et vous devez maintenant, lorsqu'il s'agit de local à usage professionnel, est-ce que également on peut avoir votre expérience par rapport à cette procédure pour mettre fin au contrat? Juste préciser que l'expulsion, il peut y avoir un jugement aussi. Ce n'est pas seulement une ordonnance. Comme on avait dit ça au début, s'il n'y a pas de clause résolutoire, le juge des référés ne peut pas constater, parce qu'elle a précisé les termes. Le juge de l'évidence, lui, il ne fait que constater ce qui est évident. Mais s'il y a de petites contestations, des contestations qui sont sérieuses, on va au fond. Et au fond, c'est un jugement qui prend du temps. Il peut y avoir appel, ça prend du temps, ainsi de suite, et ça amène énormément de lenteur au niveau de la justice que les gens ne peuvent pas comprendre. Pour l'expulsion également, Maître Thiaré a évoqué 2 cas, c'est-à-dire, par exemple, le congé qui est arrivé à terme. Il y a également le non-respect des obligations par une partie. Le paiement du prix ou autre. Également. Mais également, il y a l'autre pour le bail à durée déterminée, l'arrivée du terme. C'est ça. Quand il y a pour défaut de renouvellement. Donc, il peut y avoir expulsion parce qu'il y a l'une des parties qui a manqué à ses obligations contractuelles. Il peut y avoir expulsion parce qu'il y a un congé qui a été servi, il n'y a pas de contestation dans les délais
le bail expire. Il peut y avoir expulsion parce que c'est un bail à durée déterminée qui est arrivé à terme également. Donc dans ces 3 cas de figure, on peut ordonner l'expulsion. Et maintenant, ce sont des cas par cas. Au niveau de chaque cas, le tribunal maintenant tranche en fonction de la nature maintenant des faits. S'il s'agit d'un manquement à une obligation contractuelle où il faut servir la mise en demeure, servi par huissier ou bien par tout acte, parce que là aussi l'acte uniforme a essayé un peu d'alléger les parties, où il y a des cas où la personne ne peut ne pas utiliser l'huissier, par exemple pour la mise en demeure, on dit par exploit d'huissier ou bien tout autre acte permettant à l'autre partie de recevoir ça. Donc ça également c'est un allogement pour ceux qui crient pour les frais des huissiers. J'exagère entre guillemets, un justiciable peut de lui-même écrire une mise en demeure. C'est possible. Vous avez la preuve que l'autre personne a reçu ça. A reçu. Oui. Ok. Par exemple, si vous envoyez par exemple une note déchargée, là si vous l'amenez au tribunal, on considère que c'est une mise en demeure qui a été valablement reçue. Mais comme également quand il y a des conflits, c'est pas très bien approprié d'aller vers l'autre pour éviter d'autres problèmes. C'est pour cela que les gens ont plus tendance à passer par les huissiers. Par le professionnel. Mais pour ce cas d'espèce, quand même, on a essayé un peu de soulager les parties par rapport à la lourdeur des actes d'huissier ou bien par rapport aux frais d'huissier. Mais c'est plus sûr de passer par un huissier parce que l'huissier déjà sait comment le faire et qu'est-ce qu'il doit faire. Oui. Et même peut-être une question de terminologie, peut-être, parce qu'on n'est pas censé peut-être maîtriser le langage juridique. Voilà en gros ce que le tribunal peut dire par rapport aux expulsions. Donc ce sont ces 3 cas de figure dans lesquels on prononce ou on constate la résiliation d'un bail ou bien on expulse. On va rester avec vous, Madame la Présidente, parce que c'est une chose que tout le monde, beaucoup en parlent, les lenteurs dans les procédures. Il a parlé du fait de pouvoir disposer déjà des jugements, qui peuvent parfois, des jugements ou des ordonnances, je parle des décisions de justice de manière générale. Déjà, lorsque c'est une procédure de fond, un ami me disait, il ne comprend pas qu'on renvoie. Juge, parce que nous ne comprendre. Et ça, c'est un bailleur qui se plaignait et dit non, c'est favoriser les locataires et tout cela. C'est beaucoup de problèmes liés justement au système judiciaire. Dû à plusieurs raisons que vous allez peut-être nous partager, mais les lenteurs sont là, c'est un constat. Nous sommes certes des acteurs, mais c'est un problème sur lequel nous devrions peut-être nous pencher sérieusement. Ça, c'est un constat général, c'est une remarque générale qu'on fait à la justice. Et nous en sommes très conscients. Vous savez, peut-être les gens parlent de lenteur, mais sans venir voir les conditions dans lesquelles travaillent les juges. Et je pense à cause de ces lenteurs, c'est l'une, je peux dire avec affirmation que c'est l'une de ces raisons que le tribunal de commerce et les chambres commerciales d'appel ont été créées. C'est l'une de ces raisons. Et avec cette loi, pour les acteurs qui connaissent bien cette loi, c'est encadré maintenant dans les délais. Par exemple, au tribunal de commerce, la mise en état, c'est 2 mois. Un dossier qui entre au bout de 3 mois au plus tard, la décision doit intervenir. Donc, pour les référés, c'est la célérité. Le référé doit retourner à son rôle traditionnel. C'est tout le sens du référé. C'est tout le sens du référé. Et je pense qu'à notre niveau également, je peux confirmer que les décisions ne traînent plus pour les référés. Ça, je peux l'affirmer ici. Donc pour les référés, ça ne traîne pas. Tant pour rapport aux procédures, même par rapport à la signature, ça ne traîne pas. Pour le fond également, nous, à notre niveau, on est en train de faire de notre mieux. Mais on est confronté aujourd'hui à la particularité ou bien la plus grosse difficulté chez nous, c'est le sous-effectif, le personnel. Il y a un sous-effectif qui se pose aujourd'hui dans la magistrature ou bien au niveau de la justice en tant que tel, au niveau des magistrats et des greffiers. Il y a un rythme, un flux de contentieux qui va trop vite par rapport au nombre de juges ou bien au nombre de greffiers.
Et c'est ça notre difficulté au niveau de ce tribunal. Mais si les moyens suivaient, aujourd'hui avec ce tribunal de commerce et les chambres commerciales d'appel, on pouvait sentir une nette amélioration, que ce soit dans les pays développés. Parce que aussi on ne peut pas nous comparer avec la France ou bien la Belgique ou l'Angleterre. Nous, on est un pays sous-développé. Les juges là-bas, ici, c'est différent. Le comptant, c'est différent. Ici, il y a un problème. Un seul juge, vous voyez le nombre de dossiers qu'il doit rendre dans les 15 jours, c'est pratiquement impossible. Inhumain aussi. Inhumain. Et ce nombre de dossiers, ce volume de contentieux à corriger, à signer, à mettre à la disposition du justiciable, c'est un énorme travail. Je pense que le maître est là, il en sait quelque chose, parce qu'on fait à peu près le même travail. Ils sont dans l'autre côté, de l'autre côté, nous on est de l'autre côté. Et tout ça devient une décision. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais quand même, ce n'est pas une raison de ne pas décrier les lenteurs. Moi, j'aime quand j'entends les gens les décrier, parce que ça nous permet de, pas redoubler d'efforts, mais de se donner davantage. Parce qu'on se donne davantage. Rien qu'à entendre les gens crier, j'ai pas mon dossier, c'est lent mon dossier, tu te donnes davantage. Mais c'est énormément de sacrifices. Énormément. Vous n'avez même pas de vie de famille. Vous passez tout votre temps et n'empêche les gens... Et les dossiers à la maison. Ça, c'est autre chose. Vous n'avez pas de vie de famille parce que vous devez tout le temps travailler. Sinon, vous donnez même l'impression que les choses ne bougent pas. Si vous sortez 20 dossiers, il y a 40 dossiers qui rentrent. Vous sortez 10, il y a 30 qui rentrent. Vous avez vu ce que ça fait, le flux. Donc, on a espoir que peut-être quand on va renforcer les ressources humaines, on arrivera à ce grand projet. Et les moyens aussi, faut Voilà. vraiment le dire. Voilà. Vous en avez besoin. Maître, on vous laisse rebondir sur ce que la présidente a dit. Je crois que c'est un problème que les acteurs de la justice rencontrent. Les lenteurs, vous devez sûrement les subir et vous surtout avoir la pression des clients sur vous, parce qu'ils vont se décharger complètement sur vous. Effectivement, comme vous le disiez, nous sommes encore là avec entre le marteau et l'enclume. Parce que le client qui voit, le juge lui a dit, tu as raison, que les Nguyen, mais il ne comprend pas pourquoi Guénogoul, surtout quand tu viens le dire 1 mois, 2 mois après, ou bien quand c'est un jugement, 6 mois ou 1 an, des fois, on vous dit que le jugement n'est pas disponible, le client, il ne peut pas le comprendre. Bon, mais nous comprenons parce que nous savons les difficultés qu'il y a dans la justice, aussi tant du point de vue matériel que des ressources humaines, et d'autant plus compréhensible que chaque décision de justice doit être motivée. Quand le juge dit « Diou, expulsé Nako, mais de quoi motiver, madame wax lutax mu ne dafa wara génn. Donc il y a un demandeur, un défendeur, le juge doit lire toutes les deux positions, les motivations et faire l'arbitrage et rendre sa décision en disant, en expliquant pourquoi il a rendu telle décision. Et justement, quand on fera appel, la personne qui fait appel va justement s'attaquer à cette motivation pour dire « je ne suis pas d'accord parce que ». Et là aussi, ça me permet de revenir un peu à l'office de l'avocat. Quand Madame la Présidente, elle a bien explicité différents motifs pour lesquels on peut arriver à une expulsion. Justement, là, l'avocat, il a une obligation de conseil, d'information et de conseil. Ce n'est pas parce que nit dafa ñëw seet si avocat dama bëgg a génne sama locataire bi que toi, avocat, tu fermes les yeux, tu fais une assignation, procédure, expulsion, et après on dit ah, rejette la procédure ou bien incompétence. L'avocat doit d'abord informer son client. Et des fois, ça marche tellement bien que finalement, le client, c'est un travail ingrat de ce point de vue. Le client dit à l'avocat, wayo, man ngay défendre ou quelqu'un qui ngay défendre? Parce que juste l'avocat lui dit, d'accord, c'est ça que tu veux, mais la loi ne te donne pas cette prérogative. Ou bien les conditions ne sont pas réunies pour que tu puisses sortir ton locataire. Et l'un dans l'autre, que les conditions soient réunies ou non, il y a une autre obligation qui arrive. L'avocat a une obligation de conseil à l'égard de son client. Est-ce qu'il doit faire la procédure? Est-ce qu'il ne doit pas la faire? S'il doit la faire, comment il doit la faire? Et l'avocat fera tout le nécessaire pour lui donner l'éclairage lui permettant de choisir s'il y a plusieurs voies. Et là également, au-delà du conseil, l'avocat également défend son client contre lui-même. Parce que le client, la plupart du temps, ne sait pas qu'il existe l'abus de droit. L'abus de droit, procédure abusive vexatoire, quelqu'un peut être condamné à payer des dommages et intérêts. Donc, l'avocat, dans ce cas également, il doit informer et conseiller son client en lui disant « Attention, si tu fais des procédures,
amul bopp amul genn, le tribunal les rejette, ton locataire peut se retourner contre toi et demander des dommages-intérêts. Mu laaj ndàmpaay. Et dans ce cas, pour procédure abusive. Et là, l'avocat, justement, doit jouer pleinement ce rôle. Si maintenant le client ne veut pas écouter, l'avocat écrira pour qu'il y ait une trace écrite. La question de la preuve revient également pour dire à son client de façon officielle par lettre, pour lui dire que dans telle situation, tu m'as soumis tel fait, je te donne telle information, tel conseil. Maintenant, plus tard, en cas de contestation, l'avocat sera à l'aise parce que le conseil aura été fait et il y aura une trace écrite qui permet de montrer qu'il a rempli sa mission. Maître, pour finir par vous, les relations entre huissier et client aussi, comme peut-être Maître l'a dit, Khamnani, vous devez sûrement avoir parfois des incompréhensions. Parce que comme il dit, procédure, il faut que nous. Maintenant, comment l'expliquer facilement à quelqu'un qui n'est pas un homme de l'art, un homme du sérail? Comment lui faire comprendre ni yon li la wax ci sen liggéey yéen? Il y a des fois des incompréhensions, mais il faut les comprendre aussi. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Si par exemple, le bailleur fait sa procédure d'expulsion et qu'il peine à avoir sa décision dans un bref délai, il subit plus de préjudice parce que le locataire est toujours sur les lieux, il ne paie pas et le montant des arriérés de loyer augmente. C'est compliqué parce que le bailleur, non seulement il a payé les frais d'huissier, il a payé les frais de l'avocat s'il a un conseil, il a payé les frais. Et aussi au niveau du tribunal aussi, il a aussi des frais à payer. Et en plus aussi, c'est beaucoup plus compliqué lorsque par exemple l'huissier a la décision et que le locataire demande un référé sur difficulté. Donc dans ce cas aussi, le bailleur est obligé aussi d'attendre aussi que le juge se prononce sur la demande de référé sur difficulté. Le bailleur ne peut pas comprendre et il y a pour certains bailleurs, ils pensent que toi en tant que huissier, tu es de connivence avec le locataire. Alors que tel n'est pas le cas parce que tu as beau expliquer que le locataire aussi a ses droits, mais eux, ils ne peuvent pas le comprendre. Comme je disais, le locataire, il a des droits, il a des voies de recours que la loi prévoit. Moi, en tant que huissier, je ne peux pas empêcher au locataire d'user de ses voies de recours. Merci à nos chers invités. Je pense que vous aurez aujourd'hui amplement compris la procédure du bail à usage professionnel à travers les différents échanges que nous avons. Maître Émilie Thiaré, un grand merci. Madame la Présidente Hélène, un grand merci à vous aussi pour votre éclairage. Maître Diop, un grand merci. Toute l'équipe vous remercie. Nos remerciements également aux autorités judiciaires, notamment au Premier Président de la Cour suprême et à toutes ces équipes qui aujourd'hui nous ont reçus dans les locaux de la Cour suprême. Alors nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de votre émission, de votre rubrique de l'émission catholique Jour du Seigneur, Yoon Wi ak Dëgg Gi. Nous reviendrons avec d'autres sujets qui parleront également de droit et de procédure. En attendant, nous vous souhaitons un bon dimanche et prions que notre Seigneur Jésus, qui nous a permis de nous réunir ce dimanche, puisse bénir chacun de vous, puisse bénir également chacune de vos familles. Bon dimanche et à bientôt.